Alors, on se retrouve pour discuter des implications politiques et éthiques de l'utilitarisme. On s'est rendu compte la dernière fois que la question du calcul de la plus grande somme de bonheur possible euh, était ouverte à l'interprétation, était sujette à interprétation, et que tout cela n'allait pas de soi. Alors, il y a au fond deux écoles qui vont se diviser. Il va y avoir une école qui est celle de Mill d'ailleurs, et qui va consister à dire et qu'il faudrait exiger en fait de nos dirigeants euh, une sorte d'élitisme pour tous. Au fond, pour Mill, la vocation de la politique, c'est de permettre à tous d'accéder à un maximum qualitatif en matière de plaisir. Et cela passera, d'après Mill, par l'élargissement euh, d'un système éducatif capable de produire non seulement des élites, mais de manière générale des citoyens éclairés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, vous vous en doutez, une interprétation beaucoup moins charitable de l'utilitarisme qui va consister à dire, au fond, ce qui compte, c'est seulement la plus grande somme de bonheur possible, peu importe les écarts euh, éducatifs, culturels, financiers entre les individus, entre l'élite et la masse. Ce qui compte, c'est l'élitisme des élites, l'élitisme avant tout. Et je dois dire que c'est une lecture qui a de plus en plus de, d'abonnés, qui a de plus en plus de fidèles, et qui a surtout de plus en plus d'influence dans le monde. Et ça a de l'influence à la faveur de ce qu'on pourrait appeler la troisième révolution industrielle, qui est celle de la robotisation et en particulier celle de l'intelligence artificielle. Quelles sont les conséquences programmées de l'intelligence artificielle et de l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine non seulement de l'industrie, mais surtout dans tout ce qui peut concerner le cadre d'entreprise moyen, si vous voulez, le comptable, par exemple. Eh bien, c'est tout simplement la disparition de ces professions euh, d'ici la fin du siècle, en fait. Tout ce qui est cadre commercial, comptable, euh, toutes ces professions intermédiaires de comptabilité dans le service, et même un certain nombre d'emplois d'assez haut niveau d'informatique sont condamnés à être remplacés par de l'intelligence artificielle. Et c'est dans ce cadre que des économistes libéraux euh, ont réfléchi à la question d'un revenu universel. En quoi consisterait le revenu universel? Et c'est vraiment à se demander si euh, le confinement n'a pas été une répétition générale pour la mise en place d'un type de mesure de cet ordre. En tout cas, on s'est mis à beaucoup y réfléchir. À partir du moment où vous avez un modèle économique qui met au chômage des millions d'individus, qu'est-ce que vous allez en faire? On continue à produire de manière délirante, enfin délirante non, mais en tout cas, on peut envisager un taux de croissance relativement stable et un taux de chômage en hausse constante. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait répartir la richesse, non pas en gommant les inégalités, mais au contraire en en donnant à chacun un minimum,
c'est le principe du revenu universel. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette mesure politique. Un minimum qui permettrait de vivre à peu près décemment et qui surtout ne vous... en gros, dans un confort qui vous permettrait de ne pas avoir à travailler. Dans une économie, dans un contexte économique où il y aura de moins en moins d'emplois, ça permettrait tout simplement de rester chez soi, regarder la télévision. Et il y a un calcul utilitariste qui est fait, à savoir, au fond, on va avoir besoin de très peu de cerveaux d'élite pour subvenir aux besoins d'une masse de plus en plus abrutie, de plus en plus dépossédée aussi politiquement de son destin, de moins en moins, qui vote de moins en moins, qui s'abstient de plus en plus à voter, de voter aux élections, qui se désengage progressivement de la vie sociale en se repliant sur soi, sur les réseaux sociaux. Et tout ça sera effectivement le meilleur des mondes. Est-ce que vous avez lu ce roman d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes? Ah, il faut le lire ça. C'est un très bon roman de science-fiction. Le titre en anglais c'est Brave New World et ça parle. Alors c'est la seule erreur qui est commise, et encore, qui est commise le romancier, c'est de placer ça dans une société marxiste. Parce qu'à mon avis, c'est plutôt le rêve d'une société néolibérale. Mais en gros, vous avez une caste dirigeante qui bosse, vous avez des professions intermédiaires qui bossent encore un petit peu, et vous avez une masse d'emplois de service, si vous voulez, nettoyer, réparer les machines, etc., etc. Ça fait penser à énormément de films de science-fiction qu'on a pu voir depuis. C'est peut-être vers ce monde-là qu'on se dirige, en fait. C'est assez, euh, c'est assez préoccupant. Le... Je veux pas vous faire flipper, mais il y a énormément de métiers. Enfin, c'est ça qui est absolument délirant, c'est qu'il y a énormément de métiers qui sont voués à disparaître, des métiers qui sont de bons jobs dans notre économie et qui vont très probablement disparaître sous l'effet de cette révolution, de cette nouvelle révolution qui n'est pas post-industrielle, mais qui est celle de l'intelligence artificielle. Je pense que vous êtes au courant. Voilà, la joie. Je vous annonce que le Titanic va couler. Euh, le, le problème, c'est maintenant comment, qu'est-ce qu'on en fait d'une certaine manière. Alors, il y a, comment dire, euh, il y a des économistes, il faudrait que je retrouve le nom de ce bouquin. C'était sur les, euh, les cités-États. Il y a énormément d'économistes qui remarquent que les sociétés les plus robotisées sont paradoxalement celles où il y a le moins de chômage. Ok. Par exemple, le Japon est un pays dont l'industrie est quasiment totalement robotisée, il y a très peu de chômage. La Corée du Sud, encore plus robotisée, très peu de chômage. Hein. Et voilà, effectivement, on règle la question du chômage par le fait de ne plus faire d'enfants. Donc forcément, ça a tendance à limiter les risques d'un taux de chômage important. Il y a un exemple cependant qui est fascinant, c'est l'exemple de la Suisse. La Suisse, c'est un pays qui a été pendant 2 siècles une puissance essentiellement financière, c'était le secteur bancaire de l'Europe, quasiment en concurrence avec Londres. Aujourd'hui, c'est d'assez loin la première puissance industrielle d'Europe par habitant, si vous voulez. La part de l'industrie dans le PIB euh, suisse est considérable. C'est plus important que la part du PIB enfin la part de l'industrie dans le PIB allemand. L'allemand, c'est le pays industriel par excellence. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est beaucoup plus le cas de la Suisse. La Suisse, c'est un pays industriel. C'est pas le pays des montres et du chocolat. C'est le pays de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie de pointe en matière de nouvelles technologies, etc., etc.
Et du coup, ils ont complètement réorienté leur formation. C'est-à-dire que tout ce qui est profession intermédiaire, du genre comptable, hein, il n'y a plus de comptable suisse. C'est c'est absolument, c'est absolument dingue. Ils ont totalement changé leur fusil d'épaule. Donc c'est industrie de pointe euh, et bizarrement les humanités, c'est-à-dire philosophie, géopolitique, droit, histoire, etc. Et ils se sont dit, bah oui, dans une économie où on aura énormément de ressources à distribuer, autant que les gens s'amusent un petit peu, autant qu'ils fassent surtout quelque chose que une machine ne pourra pas faire, à savoir, bah oui, de l'histoire, par exemple. Voilà. Alors, je ferme cette parenthèse et j'arrive à la dernière partie de ce cours. Ouais. Oui, mais est-ce qu'elle sera capable d'écrire un livre d'histoire? Est-ce qu'elle sera capable de développer une hypothèse de recherche? Vous savez, c'est pas tout à fait la même chose que enfin, d'expliquer les origines religieuses de la Révolution française parce qu'on en fait l'hypothèse de recherche et de citer un article Wikipédia sur cette question. Il y a des gens qui écrivent ces articles Wikipédia parce que ça s'est nourri de gens qui se disent ok, j'arrive dans une archive si vous voulez et je vais interpréter des données et je vais former une hypothèse à l'aveuglette si vous voulez par induction à, à partir des données que je vais voir. Il y a quelque chose comme de l'induction dans ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire une espèce d'autocorrection à partir de cas particuliers répétés. Est-ce que ça va vraiment permettre quelque chose de l'ordre du travail de l'hypothèse, comme dirait Claude Bernard? On n'en est pas certain. Ah, je sais, c'est une bonne question en fait, hein, à vrai dire. C'est vraiment une bonne question. Et que se passerait-il à ce moment-là, si vous voulez? On est dans Terminator, on rentre chez soi, on joue tous aux jeux vidéo, mais c'est vraiment quelque chose d'assez d'assez inquiétant, même si, euh, enfin, c'est, il y a, enfin, c'est pas un hasard, si vous voulez, si les sociétés les plus robotisées sont aussi celles qui démographiquement disparaissent. Typiquement le Japon, quoi. Il y a une pyramide des âges qui est extraordinairement inquiétante. Est-ce qu'ils feront encore suffisamment d'enfants pour simplement continuer à exister dans 2 siècles? Ben, j'en sais rien. Personne ne sait. Et si vous voulez, il y a des auteurs de science-fiction qui réfléchissent à un après une société post-humaine, si vous voulez. Euh, où je sais pas, la plupart d'entre nous vit dans des espèces de bulles à jouer aux jeux vidéo, à se nourrir avec des protéines de synthèse, des trucs comme ça, et où le monde tourne sans nous, en fait. C'est une vraie question. On n'a jamais vécu, en fait, on n'a jamais vécu cette situation socio-économique. On avait, en fait, toute notre histoire jusqu'à la première, voire jusqu'à la deuxième révolution industrielle, c'était une sorte de course-poursuite entre le nombre d'individus capables de cultiver la terre et le nombre d'individus que la terre était capable de nourrir. Je crois que j'en avais un petit peu parlé. Pas du tout, c'est une des vidéos que j'avais faites sur l'État. J'avais dit qu'en gros, la pauvreté extrême dans laquelle se trouve 90% de la population planétaire jusqu'aux années 1800-1840, c'est la chose suivante. Pour cultiver la terre, c'est-à-dire pour nourrir la population, il faut faire des gosses. Ouais. Mais plus on fait de gosses, plus on a du mal à nourrir la population. Et on est dans ce cercle vicieux tant qu'on n'a pas la technologie pour augmenter drastiquement les rendements de l'agriculture. Agriculture
enfin, culture des champs et élevage surtout. Ok. Ça, c'est la première phase de l'humanité, qui est une phase de stagnation de la population extraordinairement importante, enfin, de stagnation totale, parce que on- il y a ce problème fondamental du plafond de verre de la rentabilité agricole. J'arrive tout de suite. Deuxième phase, phase d'abondance. Du coup, boom démographique absolument hallucinant. Absolument hallucinant. Quand j'étais petit, on était, dans les années 90, on était un peu moins de 6 milliards sur cette planète. Je crois qu'on est combien là? 7, 7,38, et on sera probablement 10 à horizon 2050. Le problème, si vous voulez, c'est que alors il y a deux hypothèses. Enfin, à un moment, le rendement agricole ne peut pas augmenter de façon exponentielle, donc on s'achemine vers de nouvelles famines, donc un retour massif de la pauvreté. Okay. Et plus encore, avant, on pouvait bosser autant qu'on voulait d'une certaine manière, on crevait de faim. Euh, Maintenant, on va être obligé de payer les gens à ne rien faire parce qu'il y a certaines activités qui ont tellement de rendement et des professions qui sont tellement plus rentables qu'il va falloir envisager une nouvelle répartition des revenus du travail. Et ça, c'est l'enjeu de demain, si vous voulez. C'est exactement la situation, euh, c'est exactement la situation inverse. Même si, bon, si vous voulez, il faut regarder ce que font les Chinois parce que ce sont les seuls à réfléchir sur le temps long. Partout où ils sont, ils achètent des terres. Ils investissent de manière monstrueuse en Afrique. Bon, ça, c'est pas nouveau. Maintenant, ils achètent tout ce qu'ils peuvent trouver au Brésil, en Argentine. Pourquoi? C'est absolument dingue. Ils achètent des terres agricoles, quoi. Ils ont compris que la question, c'était la bouffe. Vous aviez une question? Oui, c'est moi, je ne comprenais pas pourquoi que ça fasse un cercle vicieux. Pourquoi, en fait, le nombre d'enfants il augmente drastiquement parce que je vois pas en quoi ça entraîne. Si tout le monde faisait qu'un enfant, Ah, vous parlez de la situation actuelle. oui, oui, moi, on ne peut pas stopper dans ça. C'est une raison, j'ai pas bien compris. Vous voulez dire pourquoi on ne peut pas contrôler les naissances? Oui, Bah, le problème, si vous voulez, c'est que la démographie, il y a un tel effet d'inertie, il y a un tel effet d'inertie que vous avez deux générations qui font en moyenne 6 ou 7 enfants par femme, avec une espérance de vie qui triple en l'espace de 40 ans, bah, vous multipliez par 10 une population. oui, mais là, on sait déjà les moyens actuels pour les naissances, c'est beaucoup plus sûr. Là, le taux d'enfants qui arrivent à l'âge adulte est beaucoup plus haut qu'avant. Ouais. Il a moins besoin de faire beaucoup Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire que c'est vous voyez les effets d'une politique nataliste ou au contraire de restriction des naissances 50 ans après. 50 ans après. Donc vous mettez un gros coup d'accélérateur et un gros coup de, ou au contraire un gros coup de frein, ça a des effets démentiels sur une population. Euh, les Chinois, les Chinois, ils sont peut-être un peu plus d'1 milliard. Ils ont une pyramide des âges qui est là aussi très flippante. C'est-à-dire qu'ils vont arriver. Alors, c'est pas la génération, c'est pas ce que nous appelons les boomers. C'est une génération qui est venue un peu plus tard, dans les années qui. Leur baby boom à eux, c'est plutôt fin des années 50, après le grand bond en avant, en gros. Ça, à mon avis, faire des gosses à ce moment-là, c'était un petit peu compliqué, étant donné les famines. Mais une fois qu'ils ont réglé la question des famines, ils ont fait énormément, énormément, énormément de gosses. Ils ont fait un gros stop. Et maintenant, vous avez. Je me rappelle, j'avais rencontré un Chinois en Angleterre qui m'expliquait qu'il vivait dans le même appartement que. En gros, il était l'enfant
une espèce de communauté. C'est-à-dire qu'il avait trois oncles, son père, et en gros, il était le fils, non seulement de son père, mais de ses oncles, d'une certaine manière. Il représentait pour ses oncles l'enfant qu'il n'avait pas eu le droit d'avoir. Vous comprenez? Donc, non mais, oui, non mais vous savez, on est à l'heure où il faut distinguer les questions de filiation et les questions biologiques. Euh, non mais c'est vrai. Et politiquement, c'est assez intéressant de voir quel genre d'État s'est attaqué vraiment à cette question en premier. Le, Et là, maintenant, si vous voulez, je l'ai rencontré, je devais avoir 19 ans. J'ai quelques années de plus. Ses oncles, ses oncles ont quelques années de plus. Ce sont des gens qui n'ont pas fait d'enfants, ok, qui vont devoir, je pense qu'ils vont devoir arrêter de travailler parce qu'ils sont trop vieux. Il n'y a pas de système de retraite. Qu'est-ce qui va se passer? Très clairement, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils n'auront pas fait d'enfants et ça va. Enfin, la génération qui arrive là à l'âge, on va dire, de la retraite. Alors l'âge de la retraite en Chine, c'est théorique, hein, mais qui vont arriver à ne plus pouvoir travailler parce qu'ils seront trop vieux, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Ok. Et c'est ça qui est paradoxal, si vous voulez. Les sociétés vieillissantes sont celles qui sont en meilleure santé économiquement. Les sociétés où il y a énormément de jeunes, ce sont celles qui sont dans des situations enfin, typiquement beaucoup de pays africains, ce sont celles qui sont dans des situations de détresse économique très importantes. Euh, le... Un des pays les plus riches de la planète, c'est le Nigeria, en termes de ressources naturelles, en termes enfin, vraiment de position géopolitique, etc., etc. Mais ils vont, je crois, multiplier par 10 leur population à l'horizon 2050. On ne sait pas comment faire pour stopper ça. Les, euh, les Iraniens, pourtant qui ne sont pas c'est pas les types, les mollahs iraniens, c'est pas franchement les types les plus progressistes de la Terre. Ils se sont rendus compte que c'était un enjeu. Et en fait, alors, il y a eu une politique nataliste après la guerre avec l'Irak, mais globalement, ils ont fait le choix. Enfin, ils se sont rendus compte que la meilleure politique de contraception, c'était d'envoyer les filles à l'université. Parce que une fille, non mais c'est vrai, une fille qui fait des études, déjà, elle fait des gosses 5 à 6 ans plus tard. Ok. Elle en fait statistiquement moins, elle les éduquera mieux, elle voudra moins en avoir parce que comme elle a fait des études, elle voudra avoir un métier. Bon calcul en fait, très bon calcul. Ils ont réussi à réguler de manière soft, en fait, de manière douce, leur population, sans mettre des coups d'accélérateur et des coups de frein comme les Chinois vont être obligés de le faire. Aujourd'hui, il y a des quartiers entiers des villes chinoises qui sont consacrés à tout simplement entasser les futurs travailleurs immigrés africains qui seront là pour faire tourner les usines chinoises dans quelques années. Et croyez-moi, euh, les Chinois ne seront pas euh, moins, moins xénophobes, moins, moins intolérants que les sociétés européennes à l'égard de leur population immigrée, ça c'est sûr. Ils vont au-devant de difficultés incroyables. Et ils le savent, c'est ça qui est pas forcément rassurant non plus. Ils en ont parfaitement conscience. Et ils n'ont aucun état de conscience, enfin aucun état d'âme, pardon, à régler ces problèmes dans la violence. C'est autre chose les Chinois, vraiment. Pour avoir discuté avec quelques types qui font des affaires là-bas, tu te dis ouais, t'es vraiment dans un autre monde. Je ferme cette parenthèse qui, encore une fois, nous fait dériver sur des questions, on va dire, plutôt démographiques et économiques, mais c'est toujours intéressant d'en parler.
On arrive à une dernière partie qui va être consacrée à... en fait, on va retrouver une des dimensions du cours sur l'État, la question de l'infantilisation des citoyens. Grand 4, la dictature du bonheur, deux points. Ah, je me suis trompé de corpus. Ok. Grand 5, la dictature du bonheur, le risque d'infantilisation des citoyens. Oui, j'ai une version antérieure du document sous les yeux. C'est pas grave. Le risque de l'infantilisation des citoyens. Je ne sais pas si vous avez vu l'intervention d'un éminent ministre de la République française qui nous a expliqué que à Noël, il ne faudrait pas, on pourra partager la bûche avec, je cite, papy et mamie, mais papy et mamie devront la manger dans la cuisine pendant que les enfants seront dans le salon. Alors évidemment, il m'est venu une blague très désobligeante sur Brigitte Macron. Alors ça, c'est instinctif. J'espère que les autorités qui peuvent regarder ces vidéos, encore une fois, comprendront le sens de ma blague. Le sens de ma blague, c'est évidemment que il y a un ton dans ce gouvernement qui est infantilisant. Moi, j'explique à mes élèves que à partir de l'âge de 7 ans, on ne dit plus papa et maman, mais mon père et ma mère, en tout cas en public, dans un cadre public. Mais alors un ministre qui dit il ne faudra pas que papy et mamie mangent avec les enfants, il faudra que papy et mamie mangent dans la cuisine. Déjà sur la forme, c'est pitoyable. Et sur le fond, c'est hallucinant. Euh, Comme dirait François Fillon, enfin comme aurait dit François Fillon, parce qu'on ne sait toujours pas s'il est encore vivant, mais comme aurait dit François Fillon, imagine-t-on le général de Gaulle nous dire d'aérer les pièces, de nous laver les mains après être allé aux toilettes, et de dire à papy et mamie de manger dans la cuisine pendant que nous, on mangera dans le salon. Alors, c'est précisément sur cette dimension inquiétante des régimes actuels, mais il faut dire que le gouvernement français est particulièrement à la pointe de ce vice. On va lire un texte de Kant qui évoque cette question d'une manière qui est très troublante parce qu'elle résonne vraiment avec l'actualité. La liberté en tant qu'homme, j'en formule le principe pour la constitution d'une communauté de la manière suivante. Personne ne peut me contraindre à être heureux à sa manière, c'est-à-dire à la manière dont il conçoit le bien-être des autres hommes. Mais il est permis à chacun de chercher le bonheur dans la voie qui lui semble, à lui, être la bonne, pourvu qu'il ne nuise pas à la liberté qui peut coexister avec la liberté de chacun selon une loi universelle possible. Autrement dit, à ce droit d'autrui. Un gouvernement qui serait fondé sur le principe de la bienveillance envers le peuple, tel celui du père envers ses enfants, c'est-à-dire un gouvernement paternaliste, où, par conséquent, les sujets, tels des enfants mineurs, incapables de décider de ce qui leur est vraiment utile ou nuisible, ça devrait vous rappeler quelqu'un, sont obligés de se comporter de manière uniquement passive, afin d'attendre uniquement du jugement du chef de l'État la façon dont ils doivent être heureux, et uniquement de sa bonté qu'ils le veuillent également, un tel gouvernement, dis-je, est le plus grand despotisme que l'on puisse concevoir. Constitution qui supprime toute liberté des sujets, qui, dès lors, ne possèdent plus aucun droit. Je prédis la suppression prochaine de Kant des programmes de philosophie. Alors, que nous dit Kant dans ce texte ? Kant nous dit que pour une raison logique évidente,
le, la recherche du bonheur ne peut pas aller sans le principe de liberté individuelle. C'est tout le rapport de la notion de bonheur et du devoir qu'on peut relire à nouveau. Kant disait la recherche du bonheur ne peut pas constituer un devoir moral pour l'être humain. Aucune règle ne peut garantir que je serai heureux, et c'est la raison pour laquelle la recherche du bonheur, comme diraient les Américains, la poursuite du bonheur, la poursuite du bonheur ne peut pas se passer de la liberté individuelle. On peut aussi songer à Pascal et à sa notion de sa réflexion sur la tyrannie et la confusion des ordres. Je ne peux pas forcer quelqu'un à être heureux à ma manière. La tyrannie, ouais. Et je ne peux pas forcer les autres à être heureux à ma manière, c'est Kant. Évidemment, le bonheur ne se commande pas, de même que l'amour, de même que, etc., etc. Ça, pour le coup, c'est du Pascal. Alors, Kant appelle paternalisme la doctrine de gouvernement qui consiste à maintenir le peuple dans un état de minorité au nom de son bonheur, au nom de son bien-être. Oui, oui. Il appelle paternalisme la doctrine gouvernementale, la doctrine de gouvernement, qui consiste à maintenir dans un état de minorité le peuple au nom de son bien-être, au nom de son bonheur, de son bien-être. Oserais-je ajouter de sa santé, etc., etc. Et Kant explique, et à mon avis, il a parfaitement anticipé la dimension affective du totalitarisme et les effets extraordinairement puissants des cultes de la personnalité. Kant explique qu'il est très difficile de se rebeller contre un despotisme bienveillant. Ah mais oui, on fait ça, mais c'est pour votre bien, parce que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions par vous-même. Vous êtes réfractaire. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le despotisme? Le despotisme, c'est ça a beaucoup à voir avec l'absolutisme. C'est le fait de concentrer tous les pouvoirs en une seule personne.
C'est pas tout à fait la même chose que l'absolutisme, parce que on peut très bien considérer que l'absolutisme peut s'appliquer à une assemblée, euh, voire à un peuple tout entier. Dans le cadre l'absolutisme, c'est simplement dire la souveraineté ne se partage pas. À ce compte-là, Rousseau aussi est absolutiste. Ouais. Et du coup, en fait, le despotisme, c'est un peu comme une dictature, à ce sens. Alors, c'est un petit peu comme une dictature, sauf que le despotisme, contrairement à la dictature, en tout cas contrairement à la dictature avant Sulla et César, ce n'est pas à vie. C'est pour une période de temps, c'est pour un laps de temps très limité, généralement d'un an, de 2 ans grand maximum. Okay. C'est c'est un, c'est euh, une fonction gouvernementale en tant que crise de la République romaine. C'est ça la dictature. Ce qu'on a appelé les dictateurs, par exemple, en Amérique latine, les juntes militaires en Grèce, au Portugal, Franco, par exemple, ça s'apparente davantage à du despotisme, voire peut-être à ce que les Grecs appelaient la tyrannie, c'est-à-dire le fait de gouverner, d'usurper le pouvoir et ensuite de gouverner par ses passions, de considérer l'État comme sa propriété privée. Euh, mais j'aime pas le mot dictature, si vous voulez. Euh, je... Typiquement, De Gaulle, quand il arrive, les 6 premiers mois où il arrive au pouvoir, c'est un dictateur, au sens noble du terme. C'est pas un despote. C'est-à-dire le premier truc qu'il fait, c'est le suffrage universel, enfin l'élection du président au suffrage universel. C'est la grande différence, si vous voulez, entre la dictature et le despotisme. Ouais. Non, pas du tout. Euh, le totalitarisme, c'est la confusion entre 3 plans: État, parti, société. Et la fusion en fait la fusion totale de l'individu dans l'espèce de collectif que représente le parti. Okay. Autrement dit, je ne sais pas moi, imaginons que l'Allemagne nazie ait gagné la guerre et que la France soit devenue une province allemande. Okay. Qu'est-ce que ça signifierait concrètement le totalitarisme? Ça voudrait dire que en tant qu'individu, je suis automatiquement un membre du parti et le pays tout entier se confond avec la structure du parti. Il y avait ça. euh, il y avait ça d'une certaine manière. Autrement dit, il n'y a plus de société. La société n'est plus indépendante de l'État. Il n'y a plus de distinction non plus entre l'individu et la société, puisqu'il y a le parti à la place de tout, quoi. Le parti gère tout. Euh, c'est assez différent encore du despotisme, parce que la monarchie absolue de droit divin, c'est typiquement un despotisme. C'est pas du totalitarisme. Euh, le, le, le paysan de base de la France du XVIIe siècle, l'idée d'une fusion de l'individu avec l'État, il n'en a jamais entendu parler, il s'en fout complètement, si vous voulez. Alors que le moindre enfant soviétique ou de l'Allemagne nazie, il est intégré dès son plus jeune âge, enfin c'est le fantasme du totalitarisme, dans l'appareil du parti. Okay. Alors, que dire de plus? J'ai bientôt fini. Après, il va falloir se demander quel cours je vous fais. Parce que j'ai vraiment complètement, là je suis très content, j'ai fini toute la partie pratique. J'ai fait un tiers du programme largement au premier trimestre. Alors Scarface non, mais c'est bien, on a pris de l'avance. C'est vraiment pas mal. Je vais probablement vous donner un petit sujet de dissertation la semaine prochaine, par exemple. Non, non, monsieur, vous savez, genre, vous essayez de prendre ça me- Ouais, la prochaine fois, on prendra du retard. C'est toujours ceux qui prennent de l'avance qui prennent cher, j'en sais quelque chose. Euh,
généralement, on vous donne plus de boulot dans ces conditions, mais c'est très bien. Ne vous plaignez pas d'être meilleur. C'est du mille. Euh, alors, insatisfait, bah, vous allez voir, vous allez avoir des raisons d'être insatisfait. Euh, Simplement une chose, on retrouve chez Kant des préoccupations qui vont être celles de la plupart des philosophes libéraux du XIXe siècle. En particulier, je voudrais vous soumettre un texte de Tocqueville, et là encore, on a l'impression que Tocqueville parle en fait des Américains du début du XIXe siècle, et on dirait qu'il parle de nous. Alors, je crois que j'ai mis ce texte d'ailleurs dans le cours sur l'État. Je veux imaginer, donc c'est c'est page 21 du cours sur l'État. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je le vois, une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux retiré à l'écart et comme étranger à la destinée de tous les autres. C'est vous dans le couloir, sur vos téléphones portables. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, quant au reste de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. C'est fascinant parce que c'est exactement ce que... comment il s'appelle Jérôme Fourquet décrit dans l'Archipel français. Il dit que c'est des sociétés, les sociétés occidentales sont de plus en plus fragmentées, pas seulement en communauté, mais en fait en individualité. Il y a un culte de l'individu dans les sociétés postmodernes, ce qui fait que la question de la nation se pose de moins en moins. Il y a de moins en moins de sens à parler de nation française. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril, mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. C'est quasiment le même texte que Kant. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leur plaisir, règle leur succession, divise leur héritage. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? C'est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il enferme l'action de la volonté dans un plus petit espace et dérobe peu à peu à chaque citoyen l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses, elle les a disposés à les souffrir, et souvent même à les regarder comme un bienfait. Alors, que nous dit Tocqueville? Vous irez lire ce texte dans le cours sur l'État. Que nous dit Tocqueville? Il nous dit que la démocratie et le despotisme ne s'opposent absolument pas, puisque l'égalisation des conditions a contribué en fait à nous ôter notre esprit pas de rébellion, ça n'aurait aucun sens, mais tout simplement notre esprit d'indépendance par rapport à l'État. Nous sommes de plus en plus dépendants de l'État, et c'est un fonctionnaire qui vous le dit. Ça me fait penser à quelque chose qu'Alain, pour le coup, a développé par ailleurs. Alain disait il faut que le citoyen soit contre l'État,
Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que pour Alain, un véritable citoyen, c'est quelqu'un qui va soutenir l'État, c'est-à-dire qui est contre l'État, tout contre l'État, et qui peut s'opposer à l'État, c'est-à-dire qui va en même temps garder son autonomie par rapport à l'État. Et au fond, pour Alain, c'est ça qui est paradoxal, mais en fait, ça a énormément de sens. Pour qu'un État soit fort, il faut que ses citoyens soient forts. Et pour que ces citoyens soient forts, ils doivent être indépendants, autonomes par rapport à l'État. Il ne faut pas qu'ils attendent de l'État qu'il gère absolument toutes les dimensions de leur existence. Et c'est ça qu'on a du mal, enfin, que nos politiques ont du mal à comprendre. Plus nous sommes indépendants par rapport à l'État, plus nous sommes en réalité les meilleurs soutiens possibles de l'État quand il le faut. Bah, cela signifie, en tout cas, les gilets jaunes, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que sociologiquement, en plus, le mouvement a tellement changé que ça n'a plus vraiment de sens d'en parler. Mais j'avais les parents d'une très bonne amie qui était gilet jaune. Le père était un ancien officier de marine à la retraite, plutôt turbo de droite, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a des gilets jaunes qui viennent de la gauche, de la gauche, de la gauche, de la gauche, de la France insoumise, si vous voulez. Ça veut rien. Enfin, ce que sociologiquement le mouvement des gilets jaunes a été au départ n'a plus rien à voir avec ce qui peut être encore. On a vu des types agiter des gilets jaunes place de la République pour protester contre l'expulsion des clandestins qui avaient planté leur tente place de la République. Je ne suis pas certain que ça soit représentatif du premier mouvement des Gilets jaunes. J'en sais strictement rien. Si vous voulez. Quand on voit ce que la Convention citoyenne pour le climat nous a pondu, alors que finalement l'origine des Gilets jaunes, c'est pouvoir faire son plein peinard sans se faire taxer outre mesure, on se dit que ce mouvement a été complètement récupéré. Et il a été récupéré parce qu'il pouvait l'être, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de colonne vertébrale, il n'y avait pas de ligne politique très claire, c'était simplement une révolte, et pas du tout un mouvement politique. Ça vous explique leur absence, enfin, ça vous explique pourquoi Macron a tout fait pour qu'il y ait un maximum de listes gilets jaunes aux européennes, parce qu'on était à peu près certain qu'elle ferait un score absolument lamentable. Et ça permet d'affaiblir enfin d'assécher une grande partie à la fois de l'électorat de la France insoumise et du Rassemblement national, évidemment. Je vous libère, je vous souhaite un bon week-end.